la séance et je souhaite la bienvenue à M. Stéphane Tajic. Et je vous laisse vous présenter. Vous avez 10 minutes pour faire votre exposé. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous, Madame la Ministre, très chers députés. Mon nom est Stéphane Tajic, je suis le président de la compagnie STC. J'œuvre principalement en tant que conseiller auprès de gouvernements à travers le monde dans le domaine du développement économique et je me spécialise dans la conception de programmes d'immigration d'affaires. Ce qui m'a amené à assister dans la rédaction de lois, règlements, codes de procédure et produire énormément de rapports. Tels que des rapports d'impact économique, des rapports d'analyse compétitive. J'ai aussi fait plusieurs rapports sur la question de la rétention des immigrants investisseurs au Québec. J'ai vu que la nouvelle refonte du programme immigrants investisseurs s'appuyait énormément sur le fait qu'il y a un problème de rétention des immigrants investisseurs au Québec. La réalité sur ce sujet, il serait erroné de baser la refonte du programme sur cela. La raison est très simple, ça fait plus d'une décennie que le programme a des délais de procédure qui varient entre 7 à 10 ans. Alors, je pense que vous pouvez imaginer que n'importe quel programme d'immigration qui prend 7 à 10 ans de procédure aurait un taux de présence assez bas. Le principal problème du programme immigrant investisseur est le problème de délai de traitement. C'est celui qu'on doit d'abord régler avant tout. Et malheureusement, dans cette logique, la suite a mené à augmenter le niveau de français requis. Ça veut dire imposer un niveau de français qui n'était pas à la base, qui est de niveau 7 et qui se trouve être un des plus hauts pour toutes les catégories d'immigration. Il manque encore de clarté pour voir si ça va être à l'admission, à la sélection pour la résidence temporaire ou à l'admission pour la résidence permanente où le niveau 7 va être imposé. Mais je pense que je ne suis pas le seul qui va vous le dire. La demande n'existe pas pour un programme immigrant investisseur pour des francophones. La réalité, c'est que si vous êtes francophone, vous avez un certain calibre professionnel, des certains moyens financiers, tant au Québec qu'au Canada, les portes sont grandes ouvertes pour vous. Si on regarde les 20 dernières années, les gens qui ont appliqué tant au programme immigrant investisseur au fédéral qu'au Québec ne connaissaient soit pas le français, soit pas l'anglais, et quand ils connaissaient l'anglais, ils connaissaient très peu l'anglais. Le programme immigrant investisseur, encore une fois, tant au fédéral qu'au Québec, était surtout axé sur les gens qui ne parlaient ni aucune des deux langues officielles, convenablement pour appliquer sur d'autres programmes. À mon estimé, le programme en tant que tel, s'il venait à sortir, on se retrouverait peut-être avec 5 à 10 applicants par an maximum. Mais en réalité, on risque d'en retrouver avec 0, parce que pour que les intermédiaires financiers juste ouvrent les lumières, ça leur coûte plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors, je serais très surpris qu'à la fin d'un an, il y ait quelconque application pour le programme en tant que tel. De plus, juste pour préciser que le volet compétences intermédiaires et manuelles est un niveau 5 de français. Le nouveau volet d'exception, le talent d'exception, ne nécessite aucun niveau de français. Il y a une certaine logique pour les travailleurs qualifiés qui voudraient venir travailler au Québec de savoir parler le français. Pour un entrepreneur qui va entreprendre au Québec de parler le français. Mais pour un investisseur, quand sa qualité d'investisseur est tout simplement de faire un transfert de fonds au moment de son application, il n'y a aucune nécessité de français, de parler de français pour sa qualité d'investisseur. Alors, cette demande est principalement basée sur le fait qu'on voudrait qu'il s'intègre mieux au Québec. On prend, encore une fois, on se base sur les données de rétention ou de présence plus précisément, qui sont malheureusement haussées par les importants délais de traitement
dont le programme souffre depuis près d'une décennie, voire plus d'une décennie pour être exact. Je vous invite d'ailleurs de me poser plus de questions à ce sujet après, durant la séance questions-réponses. Vous donner un exemple du programme français pour investisseurs. Le programme français pour immigrants investisseurs, sous le volet passeport talent, ne nécessite aucun niveau de français à la demande de la résidence temporaire et nécessite un équivalent de niveau 3 pour la résidence permanente. Si vous pensez que c'est peut-être en raison pour faciliter les voisins européens, ce n'est pas le cas. Les gens de la zone économique européenne n'ont pas besoin d'appliquer pour l'immigration. C'est uniquement les pays tiers qui peuvent appliquer pour le programme immigrant investisseur français. Alors, moi, ma suggestion, ça serait au lieu d'imposer des restrictions si hautes qui vont faire que le programme va tout simplement fermer dans 6 à 1 an, c'est de faciliter la francisation avec un programme d'accompagnement qui viendrait prendre place dès leur arrivée au Québec. Un programme qui va faciliter l'apprentissage du français, ainsi qu'agrémenter leur arrivée avec un service de conciergerie, favoriser et accroître leur investissement sur le territoire québécois, parce que le potentiel est énorme, leur faciliter à favoriser le commerce, l'exportation, etc., est encore inutilisé et peut représenter un potentiel important pour le Québec. Et très important, produire des réelles données sur leur présence et leur impact et leur intégration dans la société québécoise. Ce qui est magnifique là-dedans, c'est que ce genre de programme d'accompagnement, qui est selon moi un peu l'avenir dans l'immigration, n'est pas besoin peut être payé par les migrants investisseurs, financé par l'immigrant investisseur et accompli par les intermédiaires financiers. Donnez-moi un petit instant. Ainsi, la responsabilité pourrait tomber sur les intermédiaires financiers afin qu'ils aient un incitatif à améliorer la présence, l'impact des immigrants investisseurs et leur francisation au Québec, ce qui pourrait mener par le gouvernement d'augmenter les quotas d'admission ou les réduire par rapport aux résultats du programme d'accompagnement. Et en dernier, je voudrais parler un problème très important qui s'est envenimé avec le Covid. On parle du problème de succession entrepreneuriale dans lequel souffre le Canada. Je pense que vous êtes tous très au courant du problème démographique que l'on connaît avec la génération baby boomer, le vieillissement de la population, etc. Bien qu'on amène toujours la main-d'œuvre immigrante pour remplacer les travailleurs baby boomers, on le fait quasiment pas pour les gens d'affaires. On parle de dizaines de milliers d'entreprises au Québec qui vont être touchées, des hommes d'affaires québécois et québécoises qui atteignent un certain âge et qui n'ont pas d'acheteurs pour leurs entreprises parce que la démographie ne le permet tout simplement pas. Les rapports canadiens estiment à des centaines de milliards dans les 10 prochaines années d'argent qui vont disparaître des poches de ces individus. Parce que la demande n'est pas là. Souvent, ça mène à des fermetures d'entreprises, des problèmes financiers, etc. Ou tout simplement des ventes à bas prix. Ce problème est envenimé dans les régions où il manque d'immigration. Et ça, c'est un des gros problèmes qui peut être uniquement résolu par l'immigration, malheureusement. Parce que la demande n'existe tout simplement pas. Et ceci ne nécessite pas seulement un programme d'immigration,
mais différents paliers de gouvernement qui se mettent ensemble. En conclusion, s'il vous plaît. Oui, et qui viendraient créer un réel programme pour résoudre ce problème. Merci. Alors, nous allons procéder à la période d'échange. Madame la ministre, vous avez 16 minutes 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci, Monsieur Tadjik, pour votre présentation, pour prendre part également à cette consultation. Je vois que vous avez un profil assez niché au niveau de vos interventions dans le mémoire. Alors, je vais vous questionner surtout, en fait, sur le volet donc des gens d'affaires. Mais à la base, j'aimerais souligner que, en fait, notre gouvernement, c'est un gouvernement économique qui croit en la nécessité de faire des affaires en français et en la possibilité d'avoir du succès quand on fait des affaires en français. Et la connaissance du français est vraiment le fer de lance de toute notre réforme que l'on a déposée au printemps dernier en matière d'immigration économique. Et c'est central à l'ensemble de notre démarche. Pourquoi cette orientation vers le fait français? Mais c'est parce que le français est une des clés, est un des ingrédients qui est requis pour un projet d'immigration réussi et complet. C'est ce qui permet de bien s'intégrer dans la communauté d'accueil qu'est le Québec. Alors, le programme des investisseurs, quand on regarde qui y participait à ce programme des investisseurs, on voyait qu'il y avait très, très peu de personnes qui maîtrisaient le français, qui avaient utilisé le programme des investisseurs. Alors, il était important de complètement réformer le programme des investisseurs pour faire en sorte que la maîtrise du français soit une des conditions d'accès à ce programme. J'entends en fait que, à la page 11 dans votre mémoire, là, vous affirmez qu'il n'est pas souhaitable d'exiger que les immigrants investisseurs soient francophones. Est-ce que vous ne pensez pas que vos recommandations en lien avec le fait français risqueraient d'affaiblir le français au Québec, dans la métropole en particulier, mais au Québec dans son ensemble? La raison précisément qu'il est important de ne pas mettre un critère trop élevé de français, premièrement, c'est parce que la demande n'existe pas pour ce genre de programme, surtout au coût dans lequel ils sont. Après, pour ce qui est de l'affaiblissement du français, moi, ça fait plus de 10 ans, en fait. Je recommande un programme d'accompagnement qui virait favoriser la francisation de ces individus. Alors, un peu comme le programme de la France, si on met les critères à l'entrée très élevés, on n'a tout simplement pas de programme. Mais si on leur permet de façon temporaire de rentrer au Québec, que ce soit avec un niveau 0 ou un niveau 1, et leur demander de se franciser afin de demander la résidence permanente, ceci est raisonnable. Et peut créer un programme. Maintenant, je pense qu'on est tous d'accord, l'important, quand on parle d'investisseurs, c'est leur impact économique potentiel qu'ils peuvent avoir. C'est sûr qu'ils font un investissement au début, c'est leur première qualité qu'on recherche, mais c'est accroître leur investissement. Je peux vous poser une question. Est-ce que si je vous donne un profil d'un migrant investisseur qui, après 5 ans, a atteint un niveau 3 de français, mais à favoriser l'exportation de technologies québécoises, produits québécoises de l'ordre de 20 millions par année, est-ce que cet individu aurait plus de valeur que s'il a juste fait l'investissement au début et à un niveau 7 après 5 ans sans avoir fait d'investissement supplémentaire au Québec? Alors, pour faire l'amalgame. Ouais. Vous êtes assez drastique dans votre constat à l'effet que la demande n'existerait pas pour un programme d'investisseurs pour des francophones. La francophonie, rappelons-le, la francophonie, ça réunit 320 millions de locuteurs francophones, locuteurs du français. Donc, vous ne pensez pas, en fait, qu'il y ait parmi ce grand bassin de locuteurs francophones des personnes qui pourraient cadrer avec notre besoin d'avoir des investisseurs en français
poser la question de mon côté, c'est y répondre. Avec 320 millions de locuteurs, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas personne qui pourra cadrer dans cette proposition que l'on met sur la table. J'aimerais vous entendre sur comment est-ce qu'on pourrait stimuler cette demande dont vous doutez de la présence. Est-ce qu'il y aurait des mesures que l'on pourrait établir? Je pense par exemple au réseau francophone des affaires, un réseau international. Est-ce qu'il pourrait y avoir là des personnes intéressées à participer au programme investisseurs avec, bien sûr, les critères d'accès en lien avec le français? Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Absolument. Je pense qu'on pourra attirer des centaines, voire des milliers d'investisseurs francophones. Mais il ne faut pas oublier que le programme immigrants-investisseurs, ce n'est pas un programme pour investisseurs traditionnels. Les programmes d'immigration pour investisseurs traditionnels permet à un étranger qui veut investir au Québec, que ce soit sur une entreprise, très librement sur une propriété, des investissements actifs dans le Québec, par exemple. Oui, à ce moment-là, ce serait possible. S'il y a une grande liberté d'investissement, oui, absolument. Vous verrez des Français, bien que c'est très facile aussi pour eux juste d'ouvrir une entreprise, ouvrir un bureau à Montréal, s'engager comme directeur. Il y a tellement de possibilités. C'est ça qui est le problème. Pour les migrants, il y a énormément de compétition avec son propre système d'immigration, même au fédéral avec la mobilité francophone. Il est aussi simple d'être francophone, avoir une offre d'emploi pour très rapidement se retrouver au Canada. Et pas besoin de passer par la porte immigrant-investisseur qui coûte très cher. On parle de l'équivalent d'un demi-million de dollars d'argent comptant qui est donné, qui est versé par l'investisseur. Alors, il faut comprendre que le programme immigration n'est pas un programme d'immigration pour investisseurs traditionnels. C'est quelque chose qu'on a créé. On a demandé aux investisseurs étrangers qui voulaient venir au Canada de nous donner des fonds. Alors, c'est plus un programme de contribution économique qu'un programme investisseur, si on devait le termer de façon correcte. Je vous amènerai maintenant sur la notion de reprenariat. Vous l'avez abordé vous-même en soulignant qu'il y avait un enjeu important au Québec en termes de reprise d'entreprises suite au départ à la retraite ou à la volonté de vendre, mais l'enjeu de retraite est quand même très, très important dans cette dynamique de reprenariat. Et de notre côté, on a vu là une opportunité que l'immigration se mette au service de cette nécessité que l'on a de trouver des repreneurs. On a inclus en fait un troisième volet au programme des entrepreneurs qui est intitulé donc, qui est consacré au reprenariat. Alors, ce que l'on souhaite avec ce volet, c'est de répondre à l'enjeu de la relève entrepreneuriale, puis de contribuer à assurer la pérennité d'entreprises québécoises, particulièrement en région. Ça vient toucher pas mal de PME en région, cette difficulté à trouver des repreneurs. Et je souligne qu'en fait, les candidats qui passeront par ce programme-là devront être accompagnés par des organismes spécialisés en reprenariat. Alors, est-ce que vous pensez que ce nouveau volet dans le programme des entrepreneurs pourra répondre aux besoins que vous avez soulevés? Je vais vous reposer la question de façon différente. Il y aurait environ 80 000 entreprises au Québec dans les 10 prochaines années qui vont être touchés par ce problème. Le rapport il fait état de 54% des répondants qui éprouvent la difficulté à trouver un acheteur pour l'entreprise. Est-ce que vous pensez que tout simplement, juste avec les quotas d'admission, est-ce qu'on va pouvoir répondre à ce problème pour les 10 prochaines années? Est-ce qu'on va au moins admettre 10 000 repreneurs, si vous voulez, ou 1000 par an au moins? C'est-à-dire juste pour atteindre un chiffre supérieur à 50, il faut une grosse machine. Ça veut dire un gros partenariat avec le secteur privé. Il faut que énormément d'argent soit engendré d'une certaine façon pour le secteur privé pour qu'il puisse
mettre ce genre de machine, qui est la grosse machinerie pour être honnête, pour répondre à cette demande. La demande est énorme. Et il y a énormément de problèmes là aussi en raison du financement nécessaire pour ce genre de programme. Toutes les entreprises ne sont pas à 500 000 dollars, 200 000 dollars ou 1 million de dollars. Vous avez beaucoup d'entreprises qui vont se retrouver à 5 millions, 10 millions. Est-ce qu'il y a des services et de plus, pour le financement, l'acheteur doit être capable de financer une partie si on veut être capable de trouver vraiment la demande. Est-ce que cette demande va être uniquement francophone? Alors, il faut vraiment réellement cibler l'objectif que l'on veut quand on veut régler ce problème. Est-ce qu'on veut d'abord régler le problème en amenant uniquement des francophones ou on veut vraiment régler le problème pour les Québécois qui vont se retrouver en situation où ils ont travaillé toute leur vie et leurs économies risquent de soit disparaître ou être réduites. Alors ça, c'est un choix un peu de conscience que j'imagine votre parti devra faire parce que la demande est très importante. Il y aura énormément d'entreprises au Québec qui en auront besoin et comme je vous l'ai dit, si vous pensez, parce qu'on en a parlé, moi je suis venu en conseiller auprès du ministère il y a près de 10 ans pour la refonte du programme Immigrants Entrepreneurs. Et on a discuté, je suis venu, on a discuté, on a passé 1 ou 2 journées à discuter comment régler ce problème. Mais il faut voir que l'échelle sur laquelle ce programme existe nécessite d'énormes mesures. Merci. Alors, pour la suite, je vais passer la parole à l'adjointe gouvernementale et députée d'Iberville. Merci. En fait, on est d'accord, nous, on veut les garder longtemps, les nouveaux arrivants, justement, pour pouvoir créer aussi de l'entrepreneuriat puis du repreneurship. On sait, entre autres, qu'avec le programme investisseur, dans le passé, on avait de la difficulté à les retenir à court terme au Québec. Avez-vous une vision ou des moyens concrets pour vous pour les garder longtemps sur le territoire québécois? Je pense qu'on peut tous imaginer que forcer les gens, ce n'est pas vraiment la meilleure solution. Moi, j'ai toujours primé l'incitatif. Et on est assez intelligent pour trouver les incitatifs pour le faire, selon moi. C'est un travail qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais l'accompagnement, pour moi, est la clé non seulement pour l'immigration d'affaires, elle est très importante pour l'immigration, mais pour l'immigration en général. Ça veut dire à quelle rapidité nous allons être capables, dès leur arrivée, à les intégrer socialement et économiquement à la société québécoise. Et ce programme doit le faire, programme d'accompagnement, sans nécessairement imposer, mais en agrémentant et facilitant. Ouais. Vous pouvez y aller. Je suis désolée, je ne l'ai pas vous couper. Après, comme je l'ai souligné, le problème de rétention, le programme Immigrants Investisseurs souffre depuis presque 15 ans, plus de 15 ans même, de délai de traitement ahurissant. Et puis, beaucoup de choses ont changé entre-temps. Ça veut dire qu'il y avait le programme fédéral. Le programme fédéral a fermé il y a plus de 10 ans, ce qui a mené à énormément d'applications qui devaient se retrouver au fédéral à se retrouver au Québec. Ça a créé un arriéré important de demandes pour le Québec et qui a fait exploser un peu le nombre de demandes et l'arriéré de demandes, en fait. Jusqu'à que le ministère crée un espèce de mécanisme pour contrôler le nombre d'applications qu'ils reçoivent et qui a permis, au fur et à mesure, avec ce contrôle, de pouvoir réduire les délais de procédure et l'arriéré. Maintenant, je pense qu'ils n'ont jamais baissé en moyenne en dessous de 6 à 7 ans. Et là, on recommence à grimper en disant donc, selon moi, on ne peut pas parler de problème de rétention des immigrants investisseurs tant que ce problème de procédure aussi longue, et je pense que on peut tous se mettre à la place de personnes qui ont attendu 10 ans avant qu'on puisse leur dire que vous pouvez venir immigrer au Québec maintenant. Surtout des gens avec un âge moyen de 50 ans, ou les enfants qui devaient peut-être avoir 17, 18 ans à ce moment-là pour venir étudier à l'université, se retrouvent des fois avec des familles
le changement de projet, etc. Donc, on n'a aucune idée combien réellement de ces gens immigrent finalement au Québec, des personnes admises. Ce que j'aimerais savoir, c'est concrètement, qu'est-ce que vous proposez en termes d'accompagnement? Ouais. C'est un programme qui viendrait déjà à travers les intermédiaires financiers débuter et qui mènerait à l'agrémenter, faciliter leur arrivée dès le départ, favoriser la francisation, ça veut dire soit offrir des cours de français, soit les mettre dans les cours de français. C'est un service de conciergerie. Je pourrais plus vous expliquer. D'ailleurs, c'est un programme que j'avais bâti dans le temps, il y a près de 10 ans, qui faisait peut-être une centaine de pages, qui devrait être quelque part dans les dossiers du ministère. Mais concrètement, c'est favoriser l'intégration économique et sociale. Leur permettre de connaître le marché québécois d'affaires et accélérer leur processus, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'est sûr que ça peut prendre énormément de temps d'aller dans les détails. Combien reste-t-il de temps? Bon, parfait. On fait déjà un travail avec Accompagnement Québec, avec tous les organismes également sur le terrain, là, avec le PACI, avec le PAC. On est déjà en mouvement, puis on veut continuer de l'être là, pour les prochains temps, exactement pour offrir un accompagnement qui répond aux normes là, des immigrants sur le terrain. Merci. Alors, merci. Donc, je cède maintenant la parole à l'opposition officielle pour 9 minutes 54 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre présentation. Pourquoi vous avez senti le besoin de venir en commission parlementaire parler des immigrants investisseurs? Premièrement, j'essaie de venir à toutes les commissions parlementaires sur le sujet. C'est la 4e pour moi. Et puis, je pense que vous pouvez tous sentir que c'est presque honteux, 10 ans d'attente. Moi, j'ai connu des gens personnellement, ils sont venus après 12 ans et c'est devenu presque normal, 12 ans de procédure ou du temps qu'ils font l'application au temps qu'ils arrivent au Québec. J'ai aussi reçu beaucoup de messages au fur et à mesure des années je ne sais pas pour quelle raison nécessairement pour moi, par rapport à sûrement de ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant sur la rétention, d'immigrants investisseurs qui se sentent lésés par le gouvernement du Québec. Alors, on me demande souvent, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ça fait des années, on est un groupe d'investisseurs qui veulent porter plainte ou qui portent plainte contre le gouvernement du Québec pour les délais de procédure. Donc, l'enjeu numéro 1 pour vous, c'est les délais. C'est les délais. Donc, il y a des gens qui expriment leur intérêt de venir au Québec, mais vous constatez que les délais sont énormes. Ces délais, selon vous, à quel niveau se manifestent? Au niveau provincial ou au niveau fédéral? Et si c'est au niveau provincial, quelle est votre proposition pour qu'on accélère les délais? Le problème est uniquement dû au quota, soit de sélection ou soit d'admission. On le sait, le problème, ce n'est pas un problème que ça prend trop de temps à faire, à analyser une demande. C'est que les quotas placés par le gouvernement tant à la sélection qu'à l'admission sont nettement plus bas que le nombre de demandes qui ont été acceptées à la base. Donc on se retrouve avec un arriéré de demande qui fait juste grossir. Et ce qui est triste, c'est que souvent on justifie ça par le fait que leur taux de présence est très bas. Alors que c'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule. Leur présence est si basse à cause des délais, principalement. Aujourd'hui, vous demandez une augmentation du quota du nombre d'immigrants investisseurs. Est-ce que c'est ça votre demande? Ça serait le minimum.
minimum, J'ai de la ça misère à serait- vous entendre. Ça le serait quoi? le minimum, ça serait le minimum. Ça serait Oh. le minimum humain, disons, Et- à faire. Donc, vous êtes un consultant, vous travaillez avec ces gens, vous les connaissez très bien. Vous avez vu qu'il y a une demande énorme. Vous avez vu qu'il y a une demande énorme, mais malheureusement, le Québec ne fait rien pour ouvrir la porte à ces immigrants investisseurs. Est-ce que c'est ça la conclusion de votre recherche? Laissez-moi juste préciser, je ne suis pas consultant en immigration, je ne suis pas avocat en immigration et je ne travaille pas dans l'immigration du Québec ou du Canada. Je génère aucun revenu de quelque sorte d'immigration au Canada. Je travaille uniquement avec les gouvernements et très rarement avec celui du Canada. Alors, moi, c'est plus en tant que Québécois, par principe. Je veux dire, on a pris les sommes à la demande de dossiers, mais on attend 10 ans, on leur donne des taux de délai de traitement de 10 ans avant qu'ils puissent arriver au Canada, alors que toujours les attentes étaient toujours en dessous de 3 ans. Alors, je pense que n'importe quelques-uns d'entre nous se sentiraient lésés, voire fraudés à ce niveau-là. Mais vous dites frauder, dans quel sens frauder? Dans le sens que 10 ans de délai de procédure, 7 à 10 ans de délai de procédure, c'est inhumain. Surtout que ces individus ont payé, ont fait leur investissement au début. C'est pas comme s'ils attendent 10 ans, on leur dit oui et maintenant faites votre investissement. Ces gens ont déjà fait l'investissement. Sur la On leur place donne 10 ans de délai de internationale, est-ce que procédure vous après. voyez que, sur la place internationale, est-ce que vous voyez que le Québec est en train de perdre son attractivité par rapport à ces immigrants investisseurs? Est-ce qu'il y a de la concurrence avec d'autres pays? Et après, j'aimerais bien vous entendre sur la langue française. Vous dites qu'aujourd'hui, le Québec rate certains entrepreneurs ou investisseurs parce qu'il est très exigeant en français. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Au niveau 7 de français pour le programme Immigrants Investisseurs du Québec fait que le programme ne va jamais redémarrer. Aussi simple. Les bases, excellent. Donc, les bases du lancement du nouveau programme, si selon vous, parce que vous travaillez avec des gouvernements, d'ailleurs, je n'ai jamais dit que vous êtes consultant, pour probablement consultant avec les gouvernements, désolé pour si vous avez compris le contraire. Le gouvernement s'apprête à le lancer, mais selon vous, votre expérience, ça serait un échec à cause que c'est niveau 7 en langue française. Est-ce que j'ai bien compris votre analyse? C'est exact. OK. C'est exact. Ma deuxième question, au niveau de l'attractivité. Madame la ministre, tout à l'heure, a parlé d'un grand bassin de francophones au niveau du monde. Donc, quand même, si on cible des entrepreneurs francophones, le programme risque de marcher, mais là, on va tomber dans l'autre problème, qui est le problème des délais. Là, maintenant, nous sommes en face d'un dilemme. Est-ce que notre future programmation doit cibler uniquement les entrepreneurs immigrants francophones, ou bien, selon votre logique aussi, votre proposition, ouvrir à tout le monde, peu importe leur niveau de connaissance, parce qu'on a besoin de cet argent et on a besoin de ces investisseurs? Premièrement, moi, ce que je recommande, c'est quelque chose de rationnel. Ça veut dire, comme indiqué, du moins historiquement, le programme, si on regarde les données du programme, il n'y a pas de demande importante de francophones pour le programme. Maintenant, le programme est devenu nettement plus cher. Maintenant, la bonne chose, c'est que les délais de traitement peuvent être réglés par le nouveau format où d'abord, il y a une résidence temporaire qui peut mener à une résidence permanente. Okay. Après, je vous dirais un peu la meilleure chose qu'il y a dans ce programme, en général, le programme Immigrants Investisseurs du Québec, c'est le partenariat avec le secteur privé, qui sont les intermédiaires financiers. Parce que leur capacité à aller chercher des investisseurs pour le Québec est très important. Ça veut dire si demain, on voulait ouvrir la manne à 1000, 2000, 3000, 5000 immigrants investisseurs, ils auraient la capacité de le faire par le réseau qu'ils ont établi. Et ça, c'est ce qu'il y a de, selon moi,
quelle est la plus grande valeur dans le programme Immigrants Investisseurs du Québec présentement? Alors, merci. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Chaumédé. Il reste 1 minute 52. Bonjour, Monsieur Dacic. Vous mentionnez qu'un PIC, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, Programme Immigrants Investisseurs du Québec, de quoi nous parlons aujourd'hui avec vous, bien géré devrait représenter 3 milliards par an d'investissement direct pour le gouvernement du Québec et presque 10 fois plus en investissement indirect suite à leur arrivée. Mais est-ce que c'est possible de nous expliquer d'où viennent ces chiffres-là afin qu'on puisse mieux comprendre l'effet sur l'économie québécoise, ces investisseurs? Le 3 milliards, est-ce que c'est sur les 10 ans, c'est depuis que le programme existe, c'est-tu par an ou c'est basé sur quoi? D'accord. Ça prendra peut-être plus de temps à aller en détail, mais juste vous dire, auparavant, on parlait de presque 2000 demandes d'investisseurs par an qui étaient déposées par le Québec, au Québec. On peut parler presque du double potentiellement, si on le voulait, au niveau des investissements, de nombre de demandes déposées. C'est-à-dire la capacité était là pour augmenter parce que la demande existait, la demande était forte. Après, l'impact économique, c'est basé sur mes propres estimés par rapport à s'il y a une intégration économique. En conclusion, s'il vous plaît. Importante, que ça pourrait générer autant d'investissements supplémentaires pour l'économie québécoise. Merci. Alors, maintenant, je vais céder la parole au deuxième groupe d'opposition pour 3 minutes 18. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Vous avez parlé beaucoup de l'apport du français. En fait, la presse nous informe qu'il y aura des nouvelles règles bientôt sur la francisation des temporaires. Moi, je vois qu'on passe 3 semaines ici à discuter avec des groupes. On avait un cahier de consultation et on n'est pas au courant de ce qui s'en vient pour la francisation des temporaires. Je trouve ça dommage parce qu'on avait 80 groupes qui auraient pu se prononcer sur la question, qui auraient pu profiter et ajouter au débat. Les groupes auraient pu en parler. Ça me déçoit qu'on apprenne ça aujourd'hui, le matin de la consultation, qu'il y aura des nouvelles règles en vigueur dans les prochaines semaines, prochains mois, alors que finalement, on était tous là ou on sera tous là à parler pendant 3 semaines de d'autres choses. Monsieur, moi, je ne suis pas d'accord, malheureusement, avec vous sur l'importance du français. Je pense que le français est essentiel et primordial dans tous les programmes d'immigration. Je concède ou je comprends votre vision du programme, mais ce n'est pas celle que je partage en tout respect. Là, je peux comprendre votre expertise, mais moi, je pense que le français doit avoir toujours sa place. Et pour ça, et en ce sens, je suis d'accord avec les orientations de la ministre. Par contre, là où j'ai un problème, c'est effectivement comme vous avec les délais de traitement et en fait, ce qu'on appelle plutôt les délais de non-traitement. En fait, on ne traite pas ces dossiers-là. C'est faux de dire que c'est un délai pour traiter. On ne traite pas. En fait, c'est le temps d'attente que votre dossier doit passer sur la pile ou dans la bibliothèque, ou dites-le comme vous voulez, avant que quelqu'un le pige et le traite. C'est ça, en fait. C'est un délai de non-traitement qu'il faut attendre. Par contre, tous ces gens-là ont reçu un certificat de sélection du Québec. Ils ont été sélectionnés avec des règles en vigueur. Ils ont eu en bonne et due forme un CSQ émis par le MIFI et on les fait attendre une dizaine d'années, vous l'avez dit. Je trouve ça inacceptable et je trouve que ça entache la crédibilité de nos programmes d'immigration. Vous avez une expertise à l'international, vous l'avez dit. Connaissez-vous d'autres pays dans le monde où on attend 10 ans, des fois même 25 ans, selon ce que le devoir nous apprend, avant de devenir résident permanent? Sur la base de votre expertise, là, êtes-vous capable de soutenir qu'à votre connaissance, le plan caquiste énonce les programmes d'immigration les plus lents au monde? Je ne pourrais pas parler de tous les programmes. Le seul programme qui a dépassé le programme Immigrants Investisseurs du Québec était le programme américain EB-5 sous l'ère Trump. Et ça, c'était par rapport à certains pays qui, des fois, se retrouvaient à devoir attendre une vingtaine d'années. C'était le cas de la Chine et de l'Inde à un moment donné. Et ça a été résolu
quelques années plus tard. En ce moment, ça fait peut-être 1 an que c'est supposé être résolu. Aujourd'hui, applicable à votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres programmes qui nécessitent 10 ans de délai de non-traitement à votre connaissance? Je suis peut-être un des seuls qui a connaissance de tous les programmes à travers le monde. Je fais des rapports, j'ai des bases de données là-dessus, de plusieurs centaines de programmes qui existent à travers le monde. Et le Québec est le pire. Merci. Merci, le temps est écoulé. Alors, je vais céder la parole maintenant au député de Matane-Matapédia, aussi pour 3 minutes 18 secondes. Merci. Bienvenue dans cette consultation. Comme il est question du programme d'immigrants investisseurs, êtes-vous d'avis, et c'est souvent partagé, que ce programme, essentiellement, c'est une façon d'acheter son titre d'immigrant permanent, en fait, parce qu'on donne qu'une somme d'argent, pas besoin de créer des emplois, pas besoin de contribuer davantage, d'apprendre la langue. Est-ce que pour vous, ça peut représenter une façon d'acheter ce statut? Moi, je ferais très attention avec ce genre d'étiquette parce qu'elle peut être mise un peu à toutes les catégories d'immigration différemment. Ça viendrait à dire que, par exemple, un réfugié vient faire la quête pour ce genre de choses. C'est très dangereux de mettre ce genre d'étiquette. Ces gens-là viennent pour investir. Nous, on leur demande d'investir de cette manière. Je veux préciser que je n'ai jamais parlé de réfugiés. Je parle des immigrants investisseurs. Mais vous avez choisi d'aborder ce thème-là. Je vous ramène sur la question. Donc, des personnes non seulement à payer, à ne pas parler la langue, à ne pas s'engager à créer des emplois, à créer une organisation et, d'une certaine façon, accèdent à un titre. Vous avez parlé tout à l'heure que, je cite, qu'un immigrant investisseur n'a pas besoin d'être francophone pour accomplir son rôle au Québec. Comprenez que je suis en désaccord avec vous. Comment peut-on s'intégrer au Québec et vivre en parallèle de cette société en ne parlant pas français? Tout d'abord, laissez-moi préciser que j'ai parlé de la nature de l'immigrant investisseur, de sa définition par rapport à ce qui est demandé de lui, qui est de faire un transfert de fonds. Dans cet exercice, il n'a pas besoin du français et c'est tout ce qu'on demande à l'immigrant investisseur. Deuxièmement, la question du français, la question exactement que vous m'avez posée, je la reçois depuis 4 ans chaque fois. Encore une fois, je ne voudrais pas rentrer sur cette conversation parce que c'est une conversation qui peut devenir philosophique et prendre énormément de temps. Mais je vous invite, si vous voulez, à communiquer avec moi et puis ça me ferait grand plaisir. Je voudrais bien communiquer avec vous via votre site Internet qui est unilingue anglais. Je viens de le consulter. Vous parlez que vous travaillez avec des organisations gouvernementales. Avez-vous déjà eu un contrat avec le gouvernement du Québec? Contrat, non. Non? Non. Avec d'autres États, est-ce que vous êtes mandaté par certains États pour faire des représentations, parfois sur les immigrants investisseurs? Vous pouvez donner plus de précision par rapport à votre question? Avez-vous des mandats, par exemple, de représentation que vous pouvez exercer auprès de différentes législations dans le monde? Parce que vous indiquez dans votre publicité que vous êtes consultant pour des gouvernements. Alors, si ce n'est pas le gouvernement du Québec, c'en est d'autres. Oui. En fait, je travaille sur des projets gouvernementaux, soit avec les gouvernements directement, soit à travers des tierces. Merci, c'est terminé. Alors, je vous remercie pour votre présentation. Je suspends la séance quelques minutes avant d'accueillir le prochain groupe.